Alors la deuxième partie de cette journée va être consacrée aux initiatives locales en matière d'accompagnement des personnes en situation de prostitution. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Lucie Gilles, donc, qui est chargée de mission diagnostic, communication et formation à l'Amicale du Nid. Donc l'Amicale du Nid, c'est une association qui a été fondée en 1946 et qui est dans 15 départements implantés avec pour mission d'héberger et d'accompagner les personnes qui sont en situation de prostitution et qui mènent plusieurs actions de formation. Lucie vous expliquera tout ça. Madame Gilles a conduit courant 2022 un diagnostic de la prostitution sur le département du Puy-de-Dôme en partenariat avec la préfecture du Puy-de-Dôme et la ville de Clermont-Ferrand. Dans le cadre, bien sûr, de la loi du 13 avril 2016 au départ, et ça, vous allez nous l'expliquer en détail. Voilà. Je me souviens que d'ailleurs, dans ce cadre-là, vous nous aviez adressé un petit questionnaire dans le service de victimologie concernant un petit peu l'état des lieux dans notre service, savoir si on avait été confronté ou pas à ces questions-là. Et de fait, on avait eu beaucoup de difficultés à remplir le questionnaire parce que sûrement que il n'existait peut-être pas assez. Donc ça nous a aussi permis ce constat c'était aussi une de nos motivations pour mettre ce thème à l'honneur aujourd'hui, sur le thème de la prostitution, parce qu'on s'est aperçu qu'on manquait de connaissances et d'outils de délistage et de repérage. Donc on vous remercie vraiment d'être parmi nous aujourd'hui et je vous laisse la parole pour nous présenter tout ça. Merci. Alors, est-ce que vous m'entendez bien ? Alors déjà, merci de m'avoir invitée, parce que je suis vraiment ravie. Je vais vous expliquer tout à l'heure un peu le contexte du diagnostic. Vu que ça s'est conduit en 2021 principalement, tout a dû se faire en distanciel. Donc j'ai eu l'immense frustration de ne pas pouvoir être sur le territoire, donc je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui pour pouvoir vous restituer ce travail. Je vais essayer de ne pas être trop soporifique vu que j'ai la lourde tâche de reprendre après le déjeuner et de ne pas raconter trop de bêtises parce que j'ai pas l'habitude d'avoir un auditoire aussi important. Donc je vais commencer par vous présenter tout simplement l'association pour vous expliquer un petit peu d'où je parle, vous présenter le contexte du diagnostic, dans quel cadre il a été fait. Et ensuite, je vous donnerai les éléments qui ont pu ressortir de ce diagnostic, qui reste modeste, je vais vous en parler, mais qui est le premier à être conduit au niveau départemental sur cette question-là. Donc au niveau de l'Amicale du Nid, comme ça a très bien été dit, on est une association nationale qui a été fondée en 1946, association laïque spécialisée sur l'accueil et l'accompagnement de personnes en situation de prostitution. On nous confond assez régulièrement avec notre cousine qui est le Mouvement du Nid, ce qui n'est pas étonnant puisque nous avons presque le même nom et que nous intervenons sur le même champ avec la même approche de la prostitution. La différence en fait principale, c'est que le mouvement va être principalement composé de bénévoles militants et l'Amicale du Nid de professionnels, et en particulier de professionnels du travail social. Donc à l'Amicale du Nid, on est à peu près de 140 professionnels, très majoritairement des collègues travailleurs sociaux. On a aussi quelques infirmières, quelques juristes dans nos équipes, et bien sûr toutes les fonctions support qui nous permettent de conduire toutes ces actions au quotidien. Alors comme vous le voyez là sur le diaporama, l'axe central de notre intervention, ça va être un axe vraiment travail social. On va faire de l'aller vers sur les lieux de prostitution. Là pour le coup on est vraiment sur des actions très proches de ce qui a pu vous être décrit juste avant. Les actions d'Altea sont vraiment proches de ce qu'on peut faire à l'Amicale du Nid. Donc de l'aller vers sur les lieux de prostitution, et de plus en plus on met en place aussi de l'aller vers numérique sur les mêmes principes que l'aller vers physique, avec ce principe de maraude numérique où on va récolter des numéros de téléphone, des pseudos sur des sites internet, ce que vous a présenté du coup monsieur Jacquemont tout à l'heure, et envoyer un message pour se présenter, dire qui on est, et tout simplement ouvrir cette porte de si vous avez besoin à un moment donné d'échanger avec nous, d'être accompagné sur la santé, sur la mise à l'abri, sur si vous avez des questions, on est là. En gros, c'est juste pouvoir établir ce premier lien, de dire on est là, et effectivement il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre qui n'ont pas du tout qui n'expriment pas du tout un souhait de sortir de la prostitution en premier lieu. On va être sur des demandes très concrètes d'accompagnement sur un dépistage, sur une ouverture de droits pour de la santé, sur une mise à l'abri, une aide à la régularisation, parce qu'on accompagne beaucoup de personnes qui sont étrangères en situation irrégulière, et c'est petit à petit en établissant le lien de confiance qu'on arrive à déconstruire aussi cette question de la prostitution et envisager ou pas
parce que c'est vraiment au rythme des personnes, et on en parlait tout à l'heure, il y a un moment donné aussi où il faut un déclic pour dire je vais sortir de la prostitution. Donc on accompagne au rythme et en fonction des souhaits, des besoins des personnes. Donc accompagnement social global sur tous les axes de l'accompagnement, avec ou sans hébergement. On a un certain nombre de places d'hébergement au sein de l'association, selon les territoires. Je vous montrerai tout à l'heure la carte. Effectivement, on disait tout à l'heure qu'on est implanté dans 15 départements. Le plus proche d'ici, ce qu'on n'est pas nous sur le Puy-de-Dôme, hein, ça va être Lyon et Grenoble. Donc voilà, et des places d'hébergement, donc en fait sur différents dispositifs, on a des places d'hébergement d'urgence, des places CHRS, on va aller jusqu'au logement ou relogement dans un certain nombre d'établissements, avec des résidences sociales, des pensions de famille, et on a quelques places aussi pour les demandeurs d'asile en CPHUDA, notamment sur Paris, donc des dispositifs assez variés. On rencontre en aller vers environ 3000 on va dire personnes par an en aller vers physique. En termes d'aller vers numérique, on a contacté l'année dernière un peu plus de 5000 personnes avec un retour qui peut paraître assez faible parce que finalement ça a permis à 69 personnes de venir dans l'association pour être accompagnées. Mais par ailleurs, on peut avoir aussi des échanges par téléphone, par visio, de personnes qui veulent savoir qui on est, qui ont des questions, qui n'ont pas forcément demandé un accompagnement en premier lieu. Et en accompagnement social global, on est sur 1700 personnes à peu près actuellement en file active. Par ailleurs, on développe depuis quelques années des missions mineures, parce que là, ce que je vous disais, c'était sur les adultes. Donc pour les missions mineures, on va être sur plusieurs actions. Une action de soutien aux professionnels, donc, de la protection de l'enfance, PJJ, Éducation nationale, qui rencontrent des situations probable ou avérée, donc on a des doutes, qu'est-ce qu'on fait, ou alors on sait qu'elle est en situation de prostitution, qu'est-ce qu'on fait, comment on en parle, quelles actions on peut mettre en place, donc soutien auprès des professionnels. Et depuis quelques temps aussi, on a des conventionnements avec certains conseils départementaux qui nous permettent de faire du co-accompagnement de mineurs sur cette question spécifique de la prostitution, et même un dispositif expérimental en Seine-Saint-Denis avec donc là un protocole tripartite en fait, parquet de Bobigny, conseil départemental, amicale du Nid, où on va intervenir aussi sur, au moment de l'évaluation, quand il y a un signalement, une information préoccupante, on va pouvoir intervenir à ce moment-là, et ensuite sur le co-accompagnement du coup. Voilà, pour vous présenter un petit peu cet axe-là. Et ensuite, on a les deux axes qui sont sur le côté, on va dire, du diaporama, qui sont les axes prévention et formation. Prévention auprès des jeunes, on va intervenir en collège, lycée, mais aussi dans d'autres lieux susceptibles d'accueillir des jeunes, centres sociaux, foyers de protection de l'enfance, missions locales. En entrant toujours par l'axe égalité filles-garçons, ça c'est notre porte d'entrée pour évoquer cette question de la prostitution. En ayant au préalable aussi une sensibilisation des équipes pédagogiques pour qu'il puisse y avoir des relais au sein des établissements une fois qu'on est parti. Voilà, et l'axe formation, donc à destination des professionnels susceptibles de rencontrer des personnes en situation ou en risque de prostitution. Voilà pour la présentation de l'association. Et donc, non, je ne suis pas sur le bon ordinateur, ça ne risque pas de marcher. Là, ça devrait aller. La carte du coup de nos implantations, je vous disais, le plus proche, effectivement, Lyon, Grenoble, Chambéry. Et sinon, on va être plutôt sur l'Île-de-France, la Bretagne, l'Occitanie et PACA. Alors, toujours en termes d'éléments de contexte, peut-être vous dire qu'est-ce qu'on entend par prostitution à l'Amicale du Nid, parce que c'est aussi, finalement, ça définit aussi qu'est-ce qu'on a cherché à faire ressortir dans le diagnostic, quel type de situation on a cherché à faire ressortir. Donc à l'Amicale du Nid, on a une position clairement féministe et abolitionniste, qui considère donc que la prostitution est une violence, comme le fait la loi de 2016 en France maintenant. Et donc du coup, on cherche vraiment à renverser le regard en disant on a des personnes en situation de prostitution, mais si on a des personnes en situation de prostitution, c'est parce qu'on a de la demande, donc des clients, et parce qu'on a des gens qui organisent ce système prostitutionnel, donc des proxénètes. Et donc du coup, on a recentré la définition sur l'achat d'actes sexuels, en disant finalement, qu'est-ce que c'est la prostitution? C'est l'achat du corps de quelqu'un d'autre à des fins d'exploitation sexuelle. Et ça, finalement, quel que soit le nom qu'on va donner, parce qu'on a vu, Mélanie Dupont évoquait très bien ce matin, il y a plein de mots qui sont utilisés pour parler de prostitution, dont des mots qui édulcorent totalement la réalité de la prostitution.
escorting, massage, accompagnement, hôtesse, michetonnage. Donc quel que soit le nom qu'on lui donne, on a cet achat du corps de quelqu'un d'autre à des fins d'exploitation sexuelle. Le degré de brutalité, on peut dire bah oui mais il y a des clients, ils tapent pas, ils insultent pas, ça va. Bon, alors, les personnes nous disent bah non en fait, même quand il est gentil, le client ça va pas. Parce que de toute façon on n'a pas envie, il faut qu'on soit gentil, il faut qu'on sourie, il faut qu'on fasse comme si on était content d'être là, comme si ça nous faisait plaisir, comme si on était en train de jouir, etc. Donc en fait non, ça va pas. Et peut-être même que c'est pire parce que justement il est dans cette illusion le client que bah on est content d'être là. Ça c'est des retours voilà, de personnes avec qui on a pu discuter de cette question-là. Quel que soit le degré de coercition, donc qu'il y ait proxénétisme ou pas, dans la plupart des situations, il y a du proxénétisme et on a une définition assez large du proxénétisme en France. On disait tout à l'heure que le fait d'aider à l'organisation, donc amener la personne sur le lieu de prostitution, poster ses annonces, lui fournir des préservatifs, pas dans le cadre de la Lévère, hein, il y a une question d'intentionnalité derrière, je précise, c'est du proxénétisme. Donc voilà, qu'il y ait ou pas proxénétisme, quelle que soit la compensation, c'est ce qu'on évoquait ce matin aussi, ça peut être de l'argent, mais ça peut aussi être un bien ou un service. Le lieu de la passe, le mode de mise en lien, bah ça c'est ce qu'on a évoqué aussi en termes de prostitution visible, prostitution discrète, passant par internet ou pas. Donc on est sur une définition finalement assez large de la prostitution. Et partant de là, on pourrait même inclure cette question du numérique qu'on a évoquée, parce qu'effectivement la jurisprudence qui a été confirmée par la Cour de cassation cette année dit qu'il doit y avoir un contact physique, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec tout ce développement de OnlyFans, de mimes, d'envoi de photos, de vidéos en échange de rémunération, alors potentiellement déjà c'est une porte d'entrée vers des rencontres physiques, hein, parce qu'on a des jeunes filles qui nous disent bah en fait on a des pressions des clients qui sont assez insistants, qui nous proposent des grosses sommes d'argent pour qu'on les rencontre. Et en plus, là je pense à une jeune qu'on accompagnait dans les Hauts-de-Seine qui nous disait mais en fait je filme une vidéo pour un client. Ben, je fais ce qu'il me dit de faire, je pointe du téton quand il me dit de pointer du téton, je jouis quand il me dit de jouir, c'est tout pareil. Donc avec le même type de conséquences en fait finalement en termes d'actes sexuels non désirés finalement, même si là c'est elle-même sur elle-même, mais c'est toujours pour le fantasme de quelqu'un d'autre. Voilà pour vous expliquer un petit peu donc, ce qu'on entend par prostitution à l'Amicale du Nid, comment on se positionne et aussi quel type de situation on a essayé de faire remonter le plus large possible donc, du coup, dans ce diagnostic. Alors ça, on en a parlé tout à l'heure, le fait qu'on était dans le cadre de la loi du 13 avril 2016 et notamment de la mise en place des commissions départementales de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a eu cette demande de diagnostic pour qu'il puisse y avoir, que cette commission puisse avoir des billes, on va dire qu'est-ce qui se passe au niveau local aussi pour pouvoir travailler. Là je vous ai remis les piliers, c'est peut-être pas forcément nécessaire de revenir dessus, je vous les recite juste pour rappel, donc le renforcement de la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains. Et là-dedans il y a un petit peu plus de prise en compte notamment de la responsabilité des hébergeurs internet. C'est pas encore ça, mais quand même, c'est pris en compte dans la loi. Il y a la possibilité aussi de se constituer partie civile sur ce sujet spécifique de la question du proxénétisme pour des associations comme les nôtres, aux côtés des victimes de la prostitution. Donc, on commence vraiment à développer l'association. La prévention, notamment auprès des jeunes, et le fait que dans les séances à la vie sexuelle et affective qui doivent avoir lieu tous les ans à l'éducation nationale, on doit inclure cette question de la marchandisation des corps. L'interdiction de l'achat d'actes sexuels et la responsabilisation des clients, donc clairement le volet qui a été le plus débattu au niveau de la loi, avec donc la contravention de 1 500 € et la possibilité de stage de responsabilisation à destination des clients, et la dépénalisation donc, des personnes en situation de prostitution avec l'abrogation du délit de racolage et la mise en place notamment des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle dont on parlait déjà ce matin et qui vont vous être présentés de manière plus concrète tout à l'heure avec l'intervention de Céclair. Au niveau local, c'est ce que rappelait Claire Coadon en introduction, à savoir que cette loi, donc elle a commencé à être mise en œuvre en 2017 sur le territoire avec l'agrément de l'association Céclair pour porter donc, ce dispositif de parcours de sortie. L'installation de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite en 2018.
avec validation donc, des premiers ou du premier parcours de sortie en 2020. Et donc, dans cette lignée-là, le fameux diagnostic de la prostitution, qui a été donc cofinancé, c'est ce que rappelait aussi ce matin la mairie de Clermont-Ferrand, par la préfecture de département et la mairie. Au niveau des objectifs, donc l'idée c'était déjà de pouvoir faire remonter des données sur les situations de prostitution, alors probables ou avérées, parce que là encore on sait que souvent c'est un sujet qui peut ne pas être abordé avec les personnes, qu'on peut avoir des doutes, mais que ça n'a pas forcément été posé, le mot prostitution n'a pas forcément été posé, donc pouvoir faire remonter aussi ces situations où on a des doutes. Donc voilà, situation repérée par les acteurs de terrain. Et avec, je vais vous donner un petit peu les éléments qui ont pu ressortir sur où cette prostitution a lieu, qui sont les personnes concernées. Faire remonter les ressources et les attentes des acteurs de terrain. Et donc à partir de là, proposer des pistes d'action. Et donc du coup, on a fait, dans le cadre de ce diagnostic, 21 préconisations à présenter à la commission départementale, donc pour un meilleur repérage, on va dire, orientation, accompagnement des personnes en situation de prostitution sur le territoire. Alors, on a eu 2 volets dans ce diagnostic en termes de méthodologie. Donc un premier volet qui est de l'ordre du diagnostic partagé, avec ce fameux questionnaire en ligne que vous avez ou non reçu dans vos services, mais en tout cas qui a circulé sur le territoire. Et des entretiens semi-directifs aussi, alors comme effectivement ça a pu être expliqué, tout en visio ou par téléphone en raison du contexte sanitaire, mais pour avoir des éléments d'échange avec les partenaires du territoire. Donc ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est une cartographie des annonces internet. Donc ce matin, on a déjà eu une petite idée en termes de chiffrage. Je vous donnerai là ce qui est ressorti au niveau du diagnostic internet, sachant qu'on était sur 17 sites internet. Très majoritairement ceux qui ont déjà été cités, sites de petites annonces, sites qui se présentent comme des sites d'escorting, 2 sites de rencontres aussi. Et je vous montrerai aussi, on a fait une petite simulation sur le chat coco.fr, là plutôt pour illustrer le volet client et leur présence en fait sur le territoire. Et donc le tout complété par une revue de presse. Juste du coup en termes de précautions méthodologiques, se dire que c'est un diagnostic qui n'est pas exhaustif, qui vraiment repose sur ce que les acteurs de terrain ont pu nous faire remonter, ce qu'une partie des acteurs du terrain ont pu nous faire remonter, dépendant aussi de leur sensibilité à la question de la prostitution. Et on a aussi voulu que ce diagnostic soit un moyen de sensibilisation, de poser la question de la prostitution sur la table, de se poser la question de la prostitution en équipe, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace où on parle de prostitution finalement. Et au niveau des annonces internet, mais pas que, d'ailleurs c'est aussi valable pour le diagnostic partagé, se dire que c'est vraiment une photographie à un moment T, on est sur un phénomène qui est très mobile, très mouvant, et ce qui est dit à un moment donné, notamment en termes de localisation, peut très bien ne plus être valable quelques instants plus tard. Alors, au niveau des partenaires mobilisés, donc, on a 79 professionnels qui ont répondu. C'est pour ça que je vous disais, on est quand même sur un diagnostic relativement modeste. L'intérêt, ça va être la variabilité de ces professionnels, parce qu'en fait, ils sont issus de structures assez variées finalement, donc c'est assez intéressant d'avoir ces différents points de vue. Donc 71 répondants au questionnaire et 9 entretiens semi-directifs, donc les fameux entretiens par visio ou par téléphone. Et là, vous avez la répartition du coup par fonction et par structure. Donc au niveau des fonctions, en fait, on a une presque moitié de travailleurs sociaux et un petit quart de professionnels de santé. Et ensuite, on va retrouver des professionnels d'encadrement, donc chefs de service, responsables de structure, etc. Des bénévoles, des professionnels de la vie scolaire au niveau de l'éducation nationale notamment, professionnels des forces de l'ordre, personnel administratif élu. Donc on a très majoritairement, donc du coup, travailleurs sociaux et professionnels de santé, mais pas que. Et au niveau des structures, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a une variabilité assez importante. On a un quart de professionnels issus du conseil départemental, différents services au sein du conseil départemental. Ensuite, on a
16% du coup de professionnels d'associations spécialisées dans l'accueil et l'accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité, précarité, 16% de structures de santé, l'éducation nationale pour 11%, mais on va aussi avoir les missions locales, des associations spécialisées sur la santé, les forces de l'ordre, on en parlait, l'université, la protection judiciaire de la jeunesse, des communes, des structures d'hébergement et des bailleurs sociaux, et des associations de prévention spécialisées. Donc ça donne une vue un petit peu, pas exhaustive, mais assez diverse, on va dire, de ce qui a pu remonter du terrain. En termes d'identification, alors sachant qu'il y a un biais, hein, c'est-à-dire qu'il y a un certain... On peut très largement se dire que la majorité des personnes qui ont répondu à ce questionnaire l'ont fait parce qu'ils avaient identifié des situations. Donc à partir de là, il y a un biais. Il n'empêche que tout le monde n'avait pas déjà rencontré des situations de prostitution, donc on a une majorité de personnes, mais pas tous. 66% des professionnels, donc 66% des 79 professionnels, c'est toujours un peu ridicule de faire des pourcentages sur des chiffres aussi petits, mais ça donne une idée en termes de proportion, ont déjà identifié des personnes en situation ou en risque de prostitution parmi les publics qu'ils reçoivent dans leur structure. On est remonté sur 3 ans, 2018, 2019, 2020, et on n'a pas retenu toutes les situations qui nous avaient été citées, parce que pour certaines, il y avait tellement peu d'éléments qu'en fait, on se disait potentiellement, en fait, il y a des doublons, donc essayer de minimiser, on va dire, ce risque de doublons en consolidant les données, et on a retenu du coup 115 situations identifiées par ces 79 du coup professionnels. Je reprends mes notes pour être sûr de ne pas oublier des choses. Voilà. Sur les annonces, donc là c'est la quantification qu'on disait en fait, donc là on est remonté sur 3 mois, 17 sites internet étudiés, une majorité de sites internet qui sont des sites, ce qui a pu être cité ce matin, du type Sex Model, Lady Xena, qui sont vraiment des sites qui se présentent comme étant des catalogues d'escorting, qui en général ne sont pas basés en France. Et là c'était exactement la capture d'écran qu'il y avait, même si je pense qu'elle était peut-être issue de OneNonce, je sais pas. Ouais, donc du coup on a une classification par genre, par entre guillemets ethnicité ou couleur de peau sont les sites. Donc on retrouve aussi ce qui était évoqué ce matin, hein, la question à la fois du sexisme mais aussi du racisme qui est bien prégnant dans le système prostitutionnel. Les questions de morphologie, de couleur de cheveux, enfin vous avez vraiment, c'est de la marchandisation vraiment exacerbée, hein, ce qu'on peut retrouver sur ces sites-là, avec des personnes qui sont présentées avec des fiches, des commentaires et des notations de clients, enfin vraiment c'est vraiment assez horrible, hein. Quand vous allez voir à quoi ça ressemble, c'est vraiment un objet sexuel qu'on va acheter sur le marché, voilà. Donc voilà, une majorité de sites de ce type, des sites ensuite de petites annonces, comme OneNonce, où là on va pas avoir de rubrique explicitement appelée prostitution, bien évidemment. On va avoir des rubriques du type rencontre adulte hétéro, ce genre de choses. On va retrouver le même type en fait d'annonce. Et ensuite des sites de rencontre où pareil, alors là parfois on a des rubriques massage, escorting, ça peut arriver. On n'a pas fait toute la partie réseaux sociaux. Donc on peut facilement se dire que c'est une estimation à minima du nombre de personnes en situation de prostitution via ces annonces. Ensuite, donc là je vous ai donné le nombre d'annonces, on a fait une estimation du nombre de personnes derrière ces annonces en se disant il y a quand même beaucoup de doublons. Et en se basant sur 10 départements, on avait déjà fait cette étude et étudié des échantillons, on va dire, représentatifs d'annonces. On dit qu'il y a à peu près 55% en fait, d'annonces qui sont des doublons. Donc on applique ce 55%, pas totalement exact scientifiquement, hein, parce qu'on ne prend pas en compte des spécificités temporelles ou géographiques, mais ça donne une idée de l'ampleur. Si on applique ces 55%, on arrive à 362 personnes en situation de prostitution via Internet, derrière ces petites annonces. J'ai mis 39 sites internet, c'est absolument pas vrai, hein, sur le slide c'est 17 sites internet, mais bon c'est pas... Voilà, vous avez l'information, je le changerai. Je vous donnerai la répartition géographique tout à l'heure, je vous montrerai une cartographie de comment ça se présentait en termes de déclaration des lieux de prostitution du coup.
Ça, c'est la cartographie du diagnostic partagé. Donc, ce qui est remonté par les questionnaires et les entretiens. Alors, ce qu'on constate, c'est exactement ce qui était dit ce matin, c'est-à-dire qu'il y a quasiment plus, encore un petit peu, mais peu, de prostitution visible. La prostitution qui était visible fut un temps dans le centre historique, notamment de Clermont-Ferrand, elle a progressivement disparu. Ça, depuis une quinzaine d'années à peu près, ce qui a pu être remonté par les acteurs. Quinzaine d'années, ça correspond à peu près à la loi sur la sécurité intérieure de 2003, qui pénalisait le racolage, et notamment le racolage passif. Donc on peut émettre l'hypothèse qu'il y avait un lien. Donc je vous disais, il y a quand même encore quelques situations de prostitution visibles qu'on voit. C'est le point vert sur la carte. C'est quelques situations, 9 situations en fait, donc c'est pas énorme, mais il n'empêche qu'elles sont là. De majeurs et de mineurs, de femmes et d'hommes, donc des profils assez variés. La caractéristique commune étant que ce sont des personnes qui sont dans des situations de précarité économique et sociale, qui ont souvent cette caractéristique qu'on disait ce matin d'avoir vécu de violences antérieures à l'entrée dans le système prostitutionnel, et pour lesquelles il y a souvent cette question de l'addiction, des addictions, ou en tout cas des prises de toxiques, parce que c'est vrai que ce matin on disait, alors déjà d'une part on ne sait pas est-ce que c'est prostitution, puis prise de toxique, puis prostitution. Finalement, je suis d'accord, peu importe, du moment qu'on le prend en compte dans l'accompagnement. Et puis aussi, c'est vrai qu'on a tendance à parler des addictions, mais en fait, on devrait, je pense, vraiment parler de prise de toxique, parce qu'on a des personnes qui nous disent « Moi, je ne prends des produits que quand je suis en situation de prostitution, au moment de la passe, après, pour pouvoir supporter en fait les violences du système prostitutionnel. » Et c'est pas une question d'addiction en tant que telle, puisqu'elle cesse au moment en fait, où elle n'est plus en situation de prostitution. Donc voilà, ça a 9 situations de cet ordre-là, mais la grosse majorité, 75%, c'est de la prostitution discrète. Et très majoritairement en appartement et en hôtel, donc ça c'est les points qui sont en orange sur la carte. Des situations qui vont passer majoritairement par Internet, ce qu'on disait ce matin, dans des Airbnb, dans des hôtels, qui vont être de passage ou pas, parce qu'en fait on a 2 grands types de publics qui sont concernés par ce type de prostitution. Donc je disais 75% de prostitution discrète, 56% en appartement ou en hôtel, donc c'est quand même la majorité. Donc 2 grands types de situations, des personnes qui sont françaises, alors là aussi avec des profils assez variés, femmes, hommes, mineurs, majeurs, mais toujours cette caractéristique de vulnérabilité dans les parcours de vie, qui ne sont pas dans des réseaux de prostitution, par contre qui peuvent subir du proxénétisme, notamment par des conjoints. On verra que la question du proxénétisme conjugal est une des formes de proxénétisme qui a pu ressortir dans le diagnostic. Et deuxième type de public qui ressort, alors là je vous dis 2 types de public, à chaque fois c'est entre 30 et 40 personnes sur ces 2 types de public. Donc deuxième type de public qui ressort, ce sont des personnes femmes et personnes transgenres, originaires d'Amérique latine, Amérique centrale, Amérique du Sud, et qui sont de passage sur le territoire. Ça c'est un public qui est notamment rencontré par l'association AIDE, voilà, qui viennent quelques jours, quelques semaines tout au plus, en appartement, via Internet, quelque chose d'assez organisé en termes logistiques, et qui partent ensuite. Donc voilà, avec qui on a assez peu de liens, donc les parcours de vie ne sont pas forcément connus. Il y a quand même cette question de violence qui semble ressortir, et notamment pour les personnes trans, toute la question de la transphobie. Voilà, qui ressort, difficulté d'accès aussi à une transition, etc. Donc qui ressort dans les parcours de vie de ces personnes-là, mais c'est des personnes finalement qui sont très peu, très peu présentes sur le territoire, elles partent très très vite, donc avec qui c'est difficile d'établir un lien et de creuser davantage leur parcours de vie. On a quelques situations qui ont pu remonter de divers partenaires de femmes d'Europe de l'Est, plutôt russes, albanaises, qui seraient sous l'emprise de réseaux qui seraient plutôt en lien avec le crime organisé, et contrairement aux réseaux d'Amérique latine plus implantés sur la métropole de Clermont-Ferrand, et qui sont hébergés notamment en hôtels sociaux. Donc voilà, ça a pu nous être remonté. Et on a également dans cette prostitution discrète
en 3% de situations qui est en fait de la prostitution dans des structures d'hébergement. Voilà, donc du coup, soit les clients se rendent dans la structure d'hébergement, soit les personnes en situation de prostitution en fait se déplacent dans des structures d'hébergement pour aller rencontrer des clients. Juste tout ce que je vous dis là n'est pas spécifique en fait au territoire, c'est vraiment des choses qu'on peut observer dans les autres départements où on a conduit des diagnostics. Donc il n'y a pas vraiment de spécificité, on va dire, géographique en ce sens-là. Et ensuite, dans la prostitution discrète, donc vous avez ce qui est en jaune, donc un petit point sur la carte qui représente quand même 14% des situations, où ça va être de la prostitution, ce qu'on évoquait aussi ce matin, dans des établissements type bar. Alors là, qui ne se présentent pas comme des bars à hôtesses, hein, souvent ce sont des bars classiques en eux-mêmes, et où il peut y avoir cette rencontre entre le client et la personne en situation de prostitution, des discothèques, et ça pose aussi la question de tous les lieux qu'on qualifierait, on va dire, de haut risque prostitutionnel. Je ne dis pas qu'il y a de la prostitution dans ces lieux, il n'empêche que quand on fait une recherche sur Internet, on a des clubs échangistes, des saunas libertins qui vont ressortir, et on sait que dans ces lieux-là, il y a des risques de prostitution et que souvent il y a de la prostitution qui gravite autour en tout cas. Donc avoir une vigilance en tout cas sur ces lieux-là. Et il y a eu une interrogation qui a été soulevée aussi, c'était que potentiellement des personnes étudiantes pouvaient être en situation de prostitution dans les bars et que c'était là où elles pouvaient rencontrer des clients. Voilà, mais ça c'était de l'ordre de l'hypothèse, on va dire, avancée par des professionnels, mais qui serait vraiment à creuser. Donc ça c'est la carte, je vous disais, du diagnostic partagé. Et là on a la carte du diagnostic Internet. Un petit peu plus étalée, n'est-ce pas? Alors c'est assez intéressant parce que je regardais une carte de la topographie en fait de la région, du département. Et en fait on se rend compte que là où il y a du vide, c'est les zones les plus montagneuses, enfin ça suit vraiment cette géographie-là en fait. Donc c'est assez intéressant. Je vous disais tout à l'heure, à prendre avec précaution, c'est une photographie à un moment T. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir une annonce à un moment donné dans un lieu qui en fait ne va plus y être aujourd'hui, mais qui sera peut-être revenu demain. Il y a sûrement des lieux qui ne ressortent pas sur cette carte-là qui sont concernés. Cette cartographie suscite toujours des réactions. Parce que c'est le moment où on se rend compte en fait que la prostitution elle est partout. Elle est partout, y compris dans des petites villes, dans des villes rurales, où on ne penserait pas que ce genre de situation existe. Alors 80%, en fait 83% quand même de la prostitution, en tout cas de ces annonces, hein, qui sont concentrées sur Clermont-Ferrand, donc on a quand même une grosse concentration sur Clermont. Pour autant, comme je vous le disais, il y a aussi des annonces qui ressortent dans des villes beaucoup plus petites, beaucoup plus rurales. Et donc en fait, il y a 20 communes, là, autres que Clermont-Ferrand, qui ressortent en réalité sur la carte. Pour vous donner un petit peu une idée voilà, de ce qui peut ressortir quand on va regarder sur Internet. Alors, ensuite, au-delà des lieux et des formes de prostitution, il y a quelques éléments que j'avais envie de vous donner. C'est un petit peu sur le profil des personnes qui ont été repérées. Alors là, c'est uniquement sur les 115 personnes repérées par les professionnels interrogés. Alors on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir une majorité de femmes, 69%, 10% d'hommes et 21% de personnes transidentitaires. Donc là c'est assez intéressant parce que les estimations nationales, on citait ce matin en toute introduction l'étude Prost-Cost, qui date déjà de 2015, donc qui mériterait vraiment d'être actualisée, mais c'est la seule étude dont on dispose actuellement qui est sourcée, on va dire, vraiment sur les chiffres de la prostitution. Dans cette étude-là, on était sur 85% de femmes, 10% d'hommes, 5% de personnes transidentitaires. Et là, on voit qu'on a un pourcentage vraiment, qui est 4 fois plus important de personnes trans, notamment dû à tout ce public rencontré par aide, qui potentiellement peut-être est pas identifié, on passe à travers, on ne le voit pas forcément dans tous les territoires, dans toutes les associations, et parce que c'est un public qui est beaucoup sur Internet aussi, donc ça implique d'être sur Internet. Très clairement, on voit, je vais revenir sur la question des vulnérabilités, mais la question, on disait ce matin, la prostitution c'est une question de continuum de violence.
Et on le voit dans les parcours de vie. Donc c'est un continuum de violence au niveau sociétal, mais c'est aussi un continuum de violence au niveau des parcours de vie. Et la majorité de ces 69% de femmes ont vécu des violences avant l'entrée dans le système prostitutionnel. Des violences souvent intrafamiliales, des violences sexuelles ou d'autres formes de violences sexistes et sexuelles. Et c'est pas exemple non plus, ça n'est pas absent des parcours d'hommes et des parcours de personnes trans qui souvent ont été confrontés aussi à des violences systémiques qui découlent du fait qu'on vit dans une société sexiste. Donc il y a la question notamment de l'homophobie et la transphobie qui peut ressortir de manière assez importante dans le parcours de vie des personnes trans ou des hommes, notamment, en tout cas ça c'est ce qu'on peut observer à l'association, et là on verra tout à l'heure dans le petit graphique que je vous montrerai que la question de la transphobie ressort de manière assez importante aussi. Au niveau des âges, on disait tout à l'heure qu'il y a quand même une vraie question sur la prostitution des mineurs. Donc là pour moi ça reste un des points à creuser, on va dire, dans ce diagnostic, la question des mineurs. Il n'empêche que déjà on est à 39% de personnes jeunes, ou en tout cas de moins de 25 ans, parmi ces 115 personnes identifiées par les professionnels. 9% de mineurs, de mémoire c'est 9 filles et 1 garçon, et 30% de 18-25 ans. Donc on est sur une population quand même qui est relativement jeune, avec encore une fois, pour moi vraiment cette question à creuser, de la prostitution des mineurs, de la prostitution étudiante. Ça fait partie des préconisations qu'on a pu faire à la fin de ce diagnostic en disant il y a des points où ça mériterait d'aller chercher un petit peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, ça ressort déjà dans ce diagnostic que c'est un sujet. Après, nous, à l'Amicale du Nid, on a tendance à dire de toute façon, on est dans un même système prostitutionnel. Certes, on a des lois qui sont différentes. La loi de 2016 qui s'applique pour les majeurs, les lois de 2002, 21 avril 2021, et on a eu dernièrement 7 février 2022 pour les mineurs. Il n'empêche, on est dans le même système prostitutionnel et c'est pas des personnes différentes. Très souvent, les personnes qui sont en situation de prostitution et qui sont majeures, qu'on rencontre, elles ont commencé la prostitution quand elles étaient mineures. Il n'y a pas un truc qui se passe qui fait que d'un côté on a les mineurs, d'un côté on a les majeurs. Mais voilà, si on veut s'attaquer à des questions de prévention notamment et de prise en charge précoce, c'est important de voir cet aspect-là. Sur la question des nationalités, donc là c'est assez intéressant parce que les estimations nationales qu'on a pu vous donner aussi ce matin, c'est 93% de personnes étrangères. Ça regroupe ce qu'on retrouve dans les files actives de l'Amicale du Nid, vraiment on est à 90, voire dans certains établissements 99% de personnes étrangères. Sauf sur les mineurs, où là on est à 90%, voire 100% dans certains établissements de françaises. Là on est sur une répartition qui est plus équilibrée, avec 52% de personnes étrangères et 45% de personnes françaises. Donc on a une part de personnes françaises qui est quand même assez importante. Là je dirais qu'on peut faire deux hypothèses pour expliquer un peu cet écart-là. La première hypothèse c'est de se dire possiblement que dans les files actives de l'Amicale du Nid et dans d'autres associations, on voit pas un certain nombre de personnes françaises qui font pas appel aux associations, qui vont avoir d'autres ressources, qui sont plus sur Internet. Le seul établissement où on a plus de françaises que de personnes étrangères, c'est la Bretagne, et c'est l'établissement où la majorité des personnes nous arrivent par aller vers Internet. Donc il y a peut-être quelque chose aussi de ce côté-là. L'autre hypothèse, c'est peut-être que dans ces chiffres du Puy-de-Dôme, il y a un certain nombre de personnes étrangères qui sont passées à travers. Parce qu'on sait que les personnes en situation de prostitution, de toute façon, ont peu recours aux services sociaux, de santé, que quand elles y ont recours, elles ne vont pas évoquer souvent la question de la prostitution, pour diverses raisons, parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles considèrent que c'est pas un problème, parce qu'elles pensent qu'on va leur prendre leurs enfants, les renvoyer au pays, etc. Et c'est renforcé pour des personnes étrangères en situation irrégulière. Donc voilà, c'est deux hypothèses qui peuvent exister tout à fait de manière concomitante en fait, qui pourraient expliquer ce différentiel-là. Donc du coup, en cohérence avec ce qu'on disait tout à l'heure sur notamment les personnes femmes et personnes trans originaires d'Amérique centrale et latine, donc c'est ce qui ressort le plus parmi les nationalités des personnes étrangères, donc 38% de personnes qui sont originaires de ce continent-là. 7% de personnes originaires du continent africain et 7% de personnes originaires d'Europe hors France, et ça c'est notamment les personnes russes et albanaises que j'évoquais tout à l'heure.
Je vous redonne juste, je cherche les nationalités de manière un peu plus précise. Voilà, pour vous donner les nationalités un peu plus précises au niveau du continent sud-américain. Donc on a des personnes originaires du Brésil, de Colombie, de Cuba, du Pérou, de République dominicaine, du Venezuela. Au niveau de l'Afrique, ça va être Algérie, Cameroun, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, Nigeria, donc des situations quand même assez variées. Hein. Et au niveau de l'Europe, effectivement, Albanie et Russie, ce que je vous disais juste avant. Alors, donc là on a vu, ok, donc une majorité de femmes, mais aussi des hommes et des personnes trans, une répartition à peu près égale entre personnes étrangères et personnes françaises, pas mal de personnes jeunes. Ce qu'on va retrouver ensuite vraiment comme point, on va dire, prégnant, c'est la précarité des conditions de vie et les vulnérabilités dans les parcours de vie. Donc au niveau de la précarité des situations de vie, des conditions de vie, donc 89% des personnes qui sont sans ressources, hors ressources de la prostitution ou aux minima sociaux, 81% qui sont sans emploi. On a enlevé de cette statistique-là les personnes qui sont étudiantes ou qui sont scolaires, hein, c'est vraiment les personnes qui sont en situation potentielle de travailler. 35% sans logement stable. Alors là, avec une chose quand même, c'est que dans cette question-là, on a plus de 50% de personnes qui étaient déclarées soit en logement autonome, soit hébergées temporairement en Airbnb, en hôtel, en fonction du lieu des passes. Hein. Quand on met cette statistique en regard avec le 89% de personnes sans ressources, on se dit qu'il y a beaucoup de personnes pour qui le logement, l'hébergement dépend directement, potentiellement, de la situation prostitutionnelle. Je n'ai pas évoqué cette statistique-là tout à l'heure, mais 16% des situations, c'est de la prostitution contre biens ou services, et la moitié de ces 16%, c'est contre hébergement. Donc soit de la prostitution contre hébergement, soit l'argent de la prostitution qui permet de payer en fait l'hébergement, l'hôtel, le Airbnb, etc. Donc vraiment la question de la mise à l'abri est essentielle si on veut pouvoir proposer une solution crédible aux personnes qui souhaitent sortir de la prostitution. Et c'est un des points sur lequel on fait beaucoup de plaidoyer à l'Amicale Unie, de dire un parcours de sortie de prostitution, s'il n'est pas accompagné par ailleurs d'une mise à l'abri, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on a quand même une aide, l'AFIS, donc l'aide financière d'insertion sociale, qui était un petit peu revalorisée, mais on est un peu en dessous de 400 € par mois. 400 € par mois, si on n'a pas d'hébergement par ailleurs, c'est pas possible. Donc voilà, il y a vraiment cette question de la mise à l'abri qui est très importante pour pouvoir proposer une solution crédible, une alternative crédible à la sortie de la prostitution. Sur les parcours de vie, donc là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des parcours qui sont marqués par des vulnérabilités. Donc là quand on posait la question, est-ce qu'il y a des éléments que vous identifiez comme ayant pu faciliter, je mets des gros guillemets, l'entrée dans le système prostitutionnel des personnes, il y a 92% des professionnels qui répondent oui. Donc ça apparaît quand même de manière assez majeure. Première chose qui ressort, c'est la question de la précarité administrative, à 40%. Donc là c'est en lien vraiment avec les personnes étrangères qu'on a pu évoquer. On retrouve la question des addictions, toujours cette question, est-ce que c'est une cause ou une conséquence de la prostitution, mais en tout cas c'est présent. Et la question des violences en troisième position, à 28%. Et notamment ce qu'on disait tout à l'heure, des violences intrafamiliales, des violences sexuelles avant l'entrée dans la prostitution. Et la précarité financière, malgré cette précarité des conditions de vie qui ressort finalement qu'en quatrième position dans les facteurs qui sont cités. Voilà, alors conflit, rupture familiale, ça ressort notamment pour les jeunes, cette question-là. La question de la transphobie, on en parlait, la question de l'isolement, de la précarité sociale, et je refais le lien avec une question qui était posée ce matin sur la question du handicap. Là pour le coup, la question du handicap, ou en tout cas de fragilité, on va dire, au niveau mental, psychique, c'est ressorti dans 13% des situations. Voilà, pour donner une petite idée de ce qui a pu être identifié. J'enchaîne sur la question des autres acteurs du système prostitutionnel, parce que là on a beaucoup parlé des personnes en situation de prostitution, et c'est normal parce que c'est celles que rencontrent majoritairement les professionnels qu'on a interrogés. Ce qu'on peut voir, c'est que finalement il y a assez peu
de faits de proxénétisme qui sont repérés. C'est complètement en cohérence avec, moi quand j'ai échangé notamment avec la gendarmerie, on me disait en fait on n'a pas de remontée sur la question du proxénétisme. C'est pas identifié, de fait, ou peu identifié. 17% de professionnels qui disent qu'il y a du proxénétisme, 52% qui disent qu'il n'y en a pas. On verra après qu'à mon sens, mais ça reste vraiment une analyse amicale du nid, il faut le pondérer un petit peu, 31% qui disent qu'ils ne savent pas s'il y a du proxénétisme ou pas. Alors ça, c'est les formes de proxénétisme qui sont quand même remontées. Parce que malgré le fait qu'il y en a peu qui sont ressorties, on a des choses qui ont pu remonter de plusieurs ordres. Je vous parlais tout à l'heure de la question du proxénétisme conjugal. Donc là où c'est le conjoint ou le petit ami, qui va prostituer en fait sa femme, sa petite amie, etc. Donc c'est remonté pour 14 situations. La question ensuite de la traite des êtres humains. Alors la traite des êtres humains, c'est une qualification pénale spécifique, donc il faut une action, un moyen, un but, le but étant l'exploitation sexuelle dans notre cas. Ce qui ressort ici, c'est deux types de réseaux. La première chose, c'est la présence de réseaux de passage, ce qu'on disait, donc des réseaux qui passent ponctuellement en fait sur le territoire, qui vont passer par Internet, qui vont aller ensuite dans un autre territoire, etc. Donc là, il y a au moins un réseau chinois qui a été démantelé dans la période où je conduisais le diagnostic. Et ensuite, il y a vraiment cette question de... J'ai mis un réseau franco-français, mais ça apparaît jusqu'en dessous, donc je vous en parle tout de suite après. Il y a cette question vraiment des réseaux sud-américains. Ça n'a pas été identifié dans le diagnostic, mais c'est là où je vous disais, je pense qu'il faut pondérer un petit peu, parce que juste après que j'ai conduit le diagnostic, il se trouve qu'il y a un réseau sud-américain qui agissait dans des appartements à Clermont, qui a été démantelé, donc là ça date de cette année. Et en plus, on a un rapport de l'OCRET, donc l'OCRET c'est l'Office central de répression contre la traite des êtres humains, qui fait un bilan des réseaux qui ont été démantelés en 2021, et il dit en fait, depuis ces dernières années, on a vraiment une hausse importante de la présence de réseaux sud-américains sur le territoire. Ce sont des réseaux de passage, où les personnes sont là pour envoyer de l'argent à leur famille et où elles ne vont pas se considérer comme victimes de traite. Et ça, c'est vraiment cohérent avec ce qu'on a pu avoir comme remontée de terrain. Donc voilà pourquoi je disais à réfléchir quand même cette idée de cette présence de réseaux sud-américains sur le territoire. Et je vais évoquer rapidement la question de présence probable de réseaux plus implantés, russes, albanais, en lien avec le crime organisé. Réseau franco-français, là si on reprend le rapport de l'OCRET de 2021, c'est la majorité des réseaux que l'OCRET démantèle en ce moment. C'est assez peu ressorti dans le diagnostic, il n'empêche qu'il y avait quand même dans la revue de presse un réseau qui est ressorti avec 4 personnes qui ont été jugées l'année dernière à Lyon, qui exploitaient des jeunes femmes lyonnaises de Nice de mémoire et de Clermont dans des appartements dans ces différentes villes. Et la question du proxénétisme hôtelier, là, il me semble que c'est quelque chose sur lequel il faut avoir une vigilance, vu le nombre de situations en appartement et en hôtel qui sont remontées dans le diagnostic. Le proxénétisme hôtelier, c'est le fait de mettre à disposition un lieu, ça peut être un appartement, ça peut être une voiture, pour qu'il y ait des activités prostitutionnelles, en sachant qu'il va y avoir des activités prostitutionnelles. C'est toujours l'élément d'intentionnalité qui est difficile à prouver. Mais on peut faire de la sensibilisation là-dessus. Il y a des forces de l'ordre qui peuvent faire de la sensibilisation auprès d'hôteliers. Il y a Airbnb qui fait de la sensibilisation auprès de ses hôtes, donc ça peut être une piste d'action pour essayer de mieux repérer aussi ces faits-là. Dernier acteur du système prostitutionnel, ce sont les clients. Les clients, donc peu d'éléments qui sont remontés dans le diagnostic partagé. On a de manière un peu hétéroclite, voilà, des professionnels qui nous disent ce sont des jeunes, ce sont des majeurs, ce sont des voisins, ce sont des personnes qui hébergent. Le point commun étant quand même que ce sont à chaque fois des hommes, en tout cas dans ces situations-là. Et là, on a fait une petite étude sur un site de petites annonces qui s'appelle J'ai trouvé. On retrouve des annonces de demande de prostitution. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble, une annonce de demande de prostitution. Aucune commune mesure avec les 17 sites étudiés, là c'est qu'un seul site, mais ça donne une idée. Donc là, un site qu'on a étudié, 71 annonces de prostitution qui ont été répertoriées, remontant encore une fois sur 3 mois. Alors là, je ne sais pas si vous allez réussir à lire, si c'est assez gros, j'ai l'impression.
ça vous donne une idée de ce qu'est une annonce de demande de prostitution. Ce qui est en blanc, c'est les annonces qu'on peut retrouver sur des sites comme J'ai trouvé. Ce qui est en bleu, c'est la simulation dont je vous parlais au tout début sur le chat coco.fr. Le chat coco.fr, c'est un chat où on a juste besoin de remplir un pseudo, un âge, on ne peut pas mettre un âge en dessous de 18 ans, et un code postal. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre un pseudo et accoler 16, 14, 17, pour bien faire comprendre que la personne en situation de prostitution est mineure. Et ça, ils le comprennent très bien, les clients. Parce que quand on fait ce type de simulation, ils vont demander « Ah, 16 ans, point d'interrogation », donc ils le savent très bien. Et donc on a ce type de sollicitation-là. Là, je suis restée 20 minutes sur le chat. J'ai rien fait hormis remplir un pseudo Clermont-Ferrand et 19 ans. J'avais mis un pseudo du type Eva 16 ou quelque chose comme ça, et on a en 20 minutes 50 fenêtres de chat qui s'ouvrent, la plupart d'hommes, avec des messages, des photos à connotation sexuelle. Et sur ces 50, je crois que c'était 57 fenêtres même de chat qui s'étaient ouvertes, il y en avait 12 où on avait des sollicitations explicites d'actes sexuels tarifés, avec ce type de message-là, du coup. Pour vous donner une petite idée, une petite illustration de ce qu'on peut faire très facilement sur Internet. Je termine du coup sur la question des... Je vous disais, l'idée c'était aussi de faire remonter des besoins, des ressources, pour pouvoir faire des préconisations. Donc ce qui a pu remonter, alors déjà c'est qu'il y avait une petite majorité qui avait quand même entendu parler du fait que l'association C'est Clair porte les parcours de sortie de prostitution. De toute façon, le collègue en parlera peut-être, mais il y a eu quand même un gros travail de partenariat pour présenter aussi ce dispositif-là. Pour autant, des professionnels qui sont en demande d'outillage, d'étayage sur la question de la prostitution. Donc 87% qui s'estiment insuffisamment outillés sur le sujet de la prostitution, comment on repère, comment on en parle, vers qui on oriente, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on en a parlé. Et 87%, bah, ça va tout à fait avec, qui n'ont jamais suivi de formation sur ce sujet de la prostitution. Et là, vous avez un petit échantillon, on va dire, des besoins exprimés. Donc 70% des professionnels qui ont exprimé un besoin en information ou sensibilisation. Bah, là, le colloque, déjà aujourd'hui, est une première réponse à cette demande-là. 58% qui sont en demande d'outils de prévention pour voilà, prévenir la prostitution auprès de leur public. 45% en demande de formation. 44% en demande de soutien de la part d'associations qui sont spécialisées sur le sujet. Et 39% qui ont évoqué cette question du réseau, de la mise en réseau, de la coordination, du partenariat pour ne pas être seul face à ces situations de prostitution. Je ne vais pas vous détailler les 21 préconisations parce que c'est assez long. Vous pourrez aller les voir, là, on va mettre à disposition la synthèse et le rapport du diagnostic. Juste, on les a répartis en 8 grands axes. Un axe qui est de l'ordre de l'approfondissement en fait, du diagnostic, et de la production de statistiques pour pouvoir visibiliser cette problématique, notamment auprès des financeurs. On a des chiffres qui remontent sur les violences conjugales, par exemple, mais on n'a pas actuellement de chiffres qui remontent sur la question de la prostitution. Un axe sur la question du partenariat et de la coordination. Comment est-ce qu'on fait pour inclure notamment cette question de la prostitution dans ce qui existe déjà en termes de partenariat sur les violences faites aux femmes. Sensibilisation, formation, on en a parlé. La question d'aller vers, donc là c'est pareil, il existe des choses sur le territoire, il y a des choses qui ont déjà été entreprises par Aide, notamment en termes de maraude numérique. Il y a des associations qui font des maraudes, pas spécialisées sur la question de la prostitution, mais je pense par exemple à la prévention spécialisée qui agit en rue. Il y a de l'aller vers de l'EMPP sur la question de la précarité et de la psychiatrie. Donc comment est-ce qu'on fait aussi pour former ces personnes-là et les amener à aborder, peut-être mieux repérer en tout cas la question de la prostitution. La question de l'accueil, on en a parlé ce matin, il y a des projets d'accueil de jour à destination des femmes vulnérables. Du coup, Madame Gallet de la mairie évoquait le centre Gisèle Halimi. Donc comment est-ce qu'on fait pour inclure aussi la question de la prostitution dans ces dispositifs-là? C'est vraiment repartir des ressources et essayer de mettre la prostitution dedans en se disant on a déjà des choses qui existent et on peut en profiter pour parler de prostitution dans ces dispositifs-là. Il y a des choses qui existent par aide aussi en termes de réduction des risques.
pas de moyens spécifiques alloués à la question de la prostitution. Pour autant, il y a des choses qui existent. On fait du phoning, notamment à destination de personnes en situation de prostitution, pour leur proposer de venir à leur permanence. Sur l'accompagnement, on a aussi des choses qui existent avec C'est clair. Donc là, c'est pareil, comment est-ce qu'on renforce les moyens aussi et comment est-ce qu'on permet d'accompagner des personnes pour qui le parcours de sortie de prostitution n'est pas le dispositif adéquat au moment où elles arrivent. Il faut quand même qu'on puisse aussi les prendre en charge, les accompagner à leur rythme, en fonction de leurs souhaits. Comment est-ce qu'on fait pour inclure la question de la prostitution dans les places fléchies, peut-être femmes victimes de violences, qu'on ne soit pas que cantonné à la question des violences conjugales, et avoir une réflexion aussi sur le fait qu'il faut, comme dans les violences conjugales, avoir des dispositifs qui sont adaptés en termes d'aller-retour notamment. En particulier pour les mineurs, mais aussi pour les femmes majeures. Elles vont être là, elles vont pas être là, elles vont être là, elles vont pas être là. Comment on fait pour toujours être là, nous, et avoir quelque chose à leur proposer quand elles reviennent? La question de la prévention, c'est pareil, il existe des choses. La MPF de la gendarmerie, l'éducation nationale, l'université font déjà des actions de prévention, le planning familial. Comment est-ce qu'on inclut cette question de la prostitution et comment on forme peut-être des animateurs ou des animatrices en prévention pour pouvoir avoir des relais, davantage de relais sur la question de la prévention. Et la lutte contre le proxénétisme et le recours à la prostitution. Donc là, je disais tout à l'heure, on peut par exemple sensibiliser les hôteliers, les hôtes Airbnb pour qu'ils soient vigilants à cette question-là. On peut informer sur l'interdiction de l'achat d'actes sexuels. Cette loi reste malgré tout peu connue. Donc comment est-ce qu'on fait pour que ce soit plus connu? Voilà, est-ce qu'on inscrit au niveau des politiques pénales davantage cette question aussi de la lutte contre le proxénétisme et contre la traite? Est-ce qu'on a les moyens d'avoir à un moment donné une veille internet sur cette question des réseaux de prostitution? Voilà, donc ça reste. Alors il y a des préconisations qui sont très concrètes. J'en ai profité aussi vu que je suis hors du département pour faire des propositions plus politiques, on va dire. Voilà, à un moment donné, il y a aussi une question de moyens. On fait beaucoup de plaidoyer là-dessus à l'Amicale du Nid. Mais voilà, en gros, ces préconisations présentées au niveau de la... Je me dépêche. J'ai presque fini, il me reste 15 slides après. Au niveau de la commission départementale. Et je finis donc du coup avec mon dernier slide, juste pour vous dire, vous donner quelques ressources qu'on va mettre à disposition aussi avec le rapport et la synthèse du diagnostic. Donc il y a ce guide prostitution osant en parler, point de repère à l'usage des professionnels. Alors vous pouvez déjà le retrouver sur notre site internet. Voilà, qui rappelle un petit peu des éléments législatifs, mais aussi des éléments pratico-pratiques sur comment on parle de prostitution, quels sont les éléments de repérage, quelles sont des pistes d'accompagnement, etc. Et à côté, je vous ai mis un outil qui s'appelle Je ne suis pas à vendre. Alors là, c'est un exemple. En fait, cet outil est multimédia, c'est le cas de le dire. On a un site internet, je ne suis pas à vendre.org, il y a une page Instagram où on a rassemblé tout un tas de ressources qui permettent d'évoquer la question de la prostitution, la question plus globalement des violences sexistes et sexuelles, de l'égalité filles-garçons, du consentement, etc. Et là, vous posiez la question ce matin d'outils à destination des moins de 13 ans. Sur ce site, notamment, il y a une BD interactive. Alors, c'est pas une vidéo, c'est une BD interactive, mais qui est assez adaptée pour les 6e, 5e notamment, sur ce sujet-là. Et là, c'est un exemple d'affiche qu'on a développé avec des jeunes lycéens d'Aubervilliers. On essaye de produire au maximum des outils avec les pairs pour que ce soit adapté au public auquel on souhaite s'adresser. Voilà, je termine. Merci Madame Gilles pour cette présentation vivante et dynamique. Je ne vous ai pas endormi après-midi. Ouf. Non, impeccable. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées sur le téléphone. La première qui est... Alors, je ne les donne pas forcément dans l'ordre. Il y en a certaines auxquelles on a pu déjà répondre. Alors, celle-ci, quels acteurs de terrain sont présents à cette commission départementale mise en place en 2018 et dont on entend parler aujourd'hui ? Je vais répondre, on va dire, en fonction de ce qui est dit dans la loi, mais peut-être que Claire Coadon pourra compléter si j'oublie des gens. Dans la commission départementale, donc déjà c'est une commission qui est présidée par le préfet ou son représentant, et ensuite on va retrouver des institutions. Donc déjà au niveau de la préfecture, on a maintenant la DETS, donc qui est la fusion de la DDCS et de la Directe.
sur la partie cohésion sociale, hébergement et sur la partie emploi. Il y a le service des étrangers de la préfecture. Il y a la police, la gendarmerie, un représentant de la cour d'appel au niveau justice, un représentant de l'éducation nationale, des collectivités territoriales, souvent c'est le conseil départemental, je ne sais pas dans ce département. Des représentants de Clermont, Rion, Ambert, Thiers et Soir. Et puis, je pensais aussi, un représentant de l'Ordre des médecins, de l'Éducation nationale. Des associations spécialisées, donc c'est clair en l'occurrence, non? Oui. Parce que c'est clair, de présenter des situations. Et puis, il est possible également, en dehors des commissions au cours desquelles on étudie les demandes de sortie de la prostitution, on peut également inviter d'autres partenaires. Mais il y a un arrêté, on peut le consulter. C'est vrai on s'est regardé avec Nicolas, on l'a vu, on l'a relu il n'y a pas longtemps, mais voilà, je pense que on a cité tout. On a fait le tour, je crois. Une autre commission va se réunir, je suis un peu encore au pilotage, mais début de l'année 2023. Parce que le projet, c'était que, en fait, on fasse cette réunion, qu'on attende ce diagnostic, etc., pour réunir la commission. Parce que la commission, même s'il n'y a pas de parcours de sortie de la prostitution demandée, elle a aussi, comme on vous l'a dit ce matin, elle a pour mission de réfléchir à quelle stratégie mettre en place pour justement faire de la prévention, de la sensibilisation, etc. Voilà, donc elle sera réunie prochain début d'année 2023. Une autre question qui est probablement aussi un peu plus juridique, donc pour les juristes dans la salle, ce sera peut-être bien de compléter. En tant que médecin, j'ai envie de dire pour tout professionnel, si on est confronté à la prostitution, que peut-on faire pour signaler sans rompre la confiance et l'alliance thérapeutique? Alors sur la question du signalement, on est surtout sur les mineurs. On peut avoir des personnes majeures très vulnérables aussi qu'on peut être amené à signaler, mais on est quand même majoritairement sur les mineurs. Alors déjà, il y a la question du partenariat qui a été évoquée ce matin. Peut-être que si une institution a le lien, on peut se réunir avec d'autres institutions qui, elles, peuvent signaler. Après, vraiment, il y a la question de expliquer aux jeunes qu'en tant qu'adultes, et en tant que professionnel, on est obligé de faire un signalement parce que c'est trop grave ce qu'ils nous racontent. Et vraiment pouvoir poser ça et dire ce que c'est le signalement, qu'est-ce que ça va impliquer, pour qu'à un moment donné aussi, justement, on ne le fasse pas dans son dos. Parce que là, c'est sûr qu'effectivement, il ne va plus nous faire confiance et il va partir. Mais vraiment pouvoir poser le cadre, expliquer, et il y a un moment donné aussi où peut-être que, notamment avec les mineurs, mais je pense aussi avec les majeurs, hein, quand vous disiez ce matin, bah oui, on peut rencontrer des personnes qui vont revendiquer la question de la prostitution. Et ben peut-être on va se prendre un mur, mais au moins on aura dit, et personne peut-être ne lui aura jamais dit qu'on pouvait parler de prostitution en fait ici. C'est comme pour la question des violences conjugales, on peut potentiellement se prendre un mur. Bah non, mais pour qui vous me prenez? En fait, si j'étais dans cette situation-là, je serais partie depuis longtemps. Bah là, c'est pareil. Peut-être que la personne va être dans le déni, va être dans la banalisation, c'est pas grave. Alors, si c'est grave, évidemment, puisqu'on sait que la prostitution a des conséquences, y compris vitales, hein, mais la question, c'est ouvrir la porte. Et vraiment, du coup, pouvoir poser à un moment donné et expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et qu'on s'inquiète pour la personne et qu'on le fait pas pour la juger. Et donc, du coup, cette question du signalement, pour moi, c'est vraiment ça. C'est pouvoir expliquer pourquoi on le fait et qu'on est tenu à le faire en tant qu'adulte et en tant que professionnel. Parce qu'après, on a aussi des jeunes qui nous disent, là je pense qu'on a des appartements à destination des jeunes mineurs victimes de TEH, donc de traite à Paris. Ils nous disent, ben moi, si à un moment donné de mon parcours, j'avais rencontré, quand j'avais 14, 15 ans, quelqu'un qui m'avait parlé de la prostitution, bah, peut-être que ça m'aurait aidé en fait. Là, je l'ai su quand j'avais 18, 19 ans, bah, c'est un peu dommage. Et c'est des retours que peuvent nous faire les jeunes qu'on a dans ces appartements. La même question finalement, mais un peu dans l'autre sens. Lorsqu'un patient nous livre qu'il a accès au service d'une escorte, avons-nous un devoir de signalement? Pareil, risque de rupture du lien thérapeutique.
Donc là, c'est plutôt dans l'autre sens. J'ai connaissance, j'ai un patient qui m'explique avoir recours à des services d'escorte. Que dois-je faire? À mon sens, mais il y a peut-être des gens qui pourront mieux répondre à cette question que moi, mais à mon sens, il y a à minima une question de rappel à la loi pour au moins signifier les risques juridiques en fait. En disant, il y a un moment donné où quand il y a recours à la prostitution, en fait c'est interdit par la loi et donc du coup il y a des risques en termes judiciaires. Et pareil pour le proxénétisme, de pouvoir expliquer ce que c'est le proxénétisme. Bah oui, moi je poste les annonces de ma copine, alors ça s'appelle du proxénétisme et potentiellement tu peux être condamné pour ça en fait. Donc du coup, au moins pouvoir poser ça, voilà. Juste, je me permets, il y a aussi quand même cette obligation pénale qui est l'obligation de dénoncer des crimes. 434-1 du Code pénal. En votre âme et conscience. Donc, c'est une obligation pénale. Après, vous faites bien évidemment ce que vous voulez en votre âme et conscience. Pour vous, la prostitution, c'est l'acte de vendre son corps pour des actes sexuels. Que pensez-vous des assistantes sexuelles pour les adultes en situation de handicap? Tout à fait, question très pertinente, parce qu'on est complètement dans le sujet. Alors déjà, je remets dans l'autre sens en disant que pour nous, la prostitution, c'est le fait d'acheter le corps de quelqu'un d'autre à des fins d'exploitation sexuelle. Et donc du coup, quand on le prend dans ce sens-là, on est dans cette question-là sur la question de l'assistance sexuelle. À l'Amicale du Nid, on a pris une position très claire qui est de dire le recours à des assistantes sexuelles, c'est de la prostitution et il n'y a aucune raison qu'on crée une exception. Il y a très clairement un enjeu pour avoir un vrai accès à la vie sexuelle et affective pour les personnes en situation de handicap notamment, ou en institution de manière générale, dans des lieux fermés. Mais la prostitution, c'est peut-être une réponse qui est une réponse de facilité et qui finalement ne permet pas un vrai accès à la vie sexuelle et affective. Donc on se dit pour nous, c'est pas la solution. Parce qu'en plus on crée une exception pour des personnes qui sont déjà stigmatisées, les personnes en situation de handicap. D'ailleurs il y a des associations, je pense à Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui agissent sur la question de la violence faite aux femmes handicapées, qui ont dit non, pour nous il n'est pas question qu'on légalise la question de la prostitution parce qu'on est aussi des femmes et on n'est pas d'accord. Et il y a aussi la question de, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on sacrifierait une partie de la population pour répondre aux soi-disant besoins d'une autre partie de la population. Je vous dis juste, il y a le comité national d'éthique qui a été consulté sur ce sujet-là et qui a eu une réponse assez similaire à ce que je peux vous dire là, qui était la position qu'on avait prise à l'Amicale du Nid, en disant oui, il faut travailler l'accès à la vie sexuelle et affective, mais la prostitution n'est pas la bonne réponse. C'est un vaste débat, mais c'est notre position à l'Amicale du Nid. Bon, il y a beaucoup de questions. Je suis obligée un peu de sélectionner parce qu'il y en a qui se recoupent un petit peu. Peut-être la dernière avant de passer dans la salle s'il y a des questions en direct. Les sites internet ou réseaux sociaux peuvent-ils être poursuivis pour proxénétisme? Si oui, quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir poursuivre? Deuxième partie de la question. Les personnes victimes de prostitution peuvent-elles poursuivre leurs clients, notamment quand il s'agit de faits ayant eu lieu pendant leur minorité? Alors, première partie de la question, oui, les sites internet peuvent potentiellement être poursuivis. Après, la difficulté, c'est que... Alors, premièrement, on a beaucoup de sites qui ne sont pas basés en France, donc là, avec des législations différentes selon les pays. Deuxièmement, ce qui est interdit, c'est pas de poster une petite annonce de prostitution, ce qui est interdit, c'est d'organiser la prostitution et d'acheter l'acte sexuel. Donc, il y a un élément d'intentionnalité à montrer. Et notamment là je pense à Viva Street qui fait l'objet d'une procédure, d'une information judiciaire pour proxénétisme aggravé, parce que Viva Street s'est fait beaucoup d'argent sur le dos des personnes en situation de prostitution, parce qu'en postant les annonces, en fait, pour avoir son annonce en tête de gondole, avec plusieurs photos, etc., il fallait prendre des abonnements qui étaient assez chers. Et donc du coup, voilà, Viva Street a retiré beaucoup d'argent et est poursuivi pour proxénétisme aggravé. Après, ce que eux plaident, c'est « Ah ben non, on ne savait pas que c'était pour de la prostitution ». Donc c'est la difficulté de démontrer cet élément d'intentionnalité. Et deuxième partie de la question, excusez-moi... Oui, les personnes peuvent tout à fait poursuivre les clients, en particulier si c'était au moment de la minorité, parce qu'en plus, là, on a la loi du 21 avril 2021 qui dit qu'un acte sexuel entre un majeur et un mineur
si le mineur a moins de 15 ans, est assimilable à un viol, s'il y a pénétration. Et donc là, dans le cas de la prostitution, c'est tout à fait applicable. Est-ce qu'il y a des questions en direct, du coup? Ou pas? De l'autre côté. Oui. Si j'ai bien compris ce qu'on a dit depuis ce matin, la prostitution étudiante est très mal documentée. Oui. Alors, moi, je peux vous donner quelques éléments qui sont ressortis d'autres départements. Notamment, nous, on avait fait une étude avec la fac, l'université Paul Valéry à Montpellier. On a fait passer un questionnaire plusieurs années, donc du coup à plusieurs milliers d'étudiants. J'ai pu faire aussi dans le cadre d'un diagnostic un questionnaire qui a circulé au niveau d'une université dans le Maine-et-Loire. Et après, on a quelques autres associations qui font des dépistages sur des campus, je pense notamment du côté de Créteil, il y a pu y avoir ça, des dépistages dans lesquels ils posaient systématiquement la question de la prostitution. Alors, absolument à prendre avec précaution, mais quand même, on tourne toujours autour de 4% d'étudiants qui déclarent avoir déjà été en situation de prostitution, alors pas forcément avec ces mots-là, hein, mais qui... donc, c'est pas correct scientifiquement de l'extrapoler au niveau national, mais ça donne quand même une idée. Potentiellement, on est sur toujours ce chiffre de 4%, 3 à 5%. Ben, on retourne sur ce qu'on disait ce matin aussi, hein, sur la question des mineurs. D'étudiants qui disent avoir déjà eu un acte sexuel en échange d'une rémunération, argent ou autre. Mais c'est effectivement assez peu documenté. Parce que moi je suis au CA du Crous pour le planning familial et les étudiants ils parlent beaucoup de précarité, ils parlent de tas de choses, mais ils ne parlent jamais de ça. C'est une des préconisations du diagnostic, c'est de pouvoir approfondir le diagnostic sur la question des jeunes et notamment, parce qu'il n'y a pas que les étudiants, mais notamment les étudiants. Merci. De rien. Une dernière petite question, et puis il faudra qu'on s'arrête là pour passer à l'intervention suivante. Moi, ça devrait aller assez vite, je pense. Oui. J'avais une question sur les enfants des victimes de prostitution. Je voulais savoir quelle était la prise en charge et l'accompagnement, et est-ce que ces enfants sont en danger du coup aussi? Voilà. Alors effectivement, c'est une vraie question, parce que comme pour la question des violences conjugales, on peut considérer qu'ils sont co-victimes de la question de la prostitution de leur mère ou de leur père, souvent de leur mère. Et c'est vrai que je vous disais, il fut un temps, on n'intervenait pas auprès des mineurs, c'est pas vrai en fait. Depuis longtemps, on prend en charge aussi les enfants des personnes qu'on accompagne. Voilà, avec un accompagnement, des ateliers collectifs, dans un certain nombre d'hébergements, on a des EJE qui travaillent aussi avec les enfants. Sur la question de est-ce que ce sont des enfants en danger, après il faut voir parce qu'en fait on a aussi vraiment cette question de disqualification parentale, donc du coup les personnes qui, parce qu'elles sont en situation de prostitution, vont considérer qu'elles sont nécessairement des mauvaises mères. Et ça, il faut qu'on arrive à le déconstruire avec les personnes en disant non, c'est pas parce que vous êtes en situation de prostitution que vous êtes une mauvaise mère. Par contre, il faut qu'on s'assure que les besoins fondamentaux, qu'elle soit en capacité de répondre aux besoins fondamentaux de son enfant, ou qu'elle ait la volonté de le faire si elle est soutenue. Et là où par contre il va y avoir danger, c'est si les enfants sont exposés aux passes. Hein, on a pu avoir des situations où les enfants étaient présents au moment des passes de leur mère en fait, et là malheureusement on est obligé de signaler parce qu'il y a un danger immédiat en fait pour l'enfant. Ça répond à la question ou... Ouais. Merci beaucoup pour votre intervention et puis pour toutes les questions.